Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucie, je suis trop contente de vous retrouver ici, surtout pour parler livres. Ça faisait un moment que j'hésitais à me relancer ou pas sur YouTube et franchement je me suis dit que vous retrouver avec une vidéo 100% lecture, ça allait être un pur bonheur. Aujourd'hui je vous propose mon classement du pire au meilleur sur mes lectures de cette année 2025 pour l'instant. Honnêtement ça a été un enfer à faire, il y avait plus de 60 livres à classer, donc franchement gros disclaimer je vous le dis, si vous me demandez de le refaire à la fin d'année avec toutes mes lectures, ça sera non. Bref, c'est parti, installez-vous, prenez un thé, un café, ce que vous voulez, on est parti pour mon classement de mes lectures 2025. On commence à la 67e place avec Work Trip, qui a été du coup pour l'instant ma pire lecture de l'année. Je l'ai lu en une soirée, fait moins de 300 pages je crois. Et honnêtement ça a été juste horrible, pourtant tout y était, franchement j'étais dans ma période rom-com, j'avais trop envie de le découvrir. En plus ça se passe en Écosse, Enemies to Lovers au travail, tout y était, mais alors j'ai pas du tout réussi à accrocher avec la protagoniste qui du coup en fait a gâché toute l'histoire parce qu'elle était vachement égoïste de ce que j'ai trouvé et trop centrée sur elle-même au point que bah en fait même si le prota masculin était plutôt cool, c'était horrible à lire, donc franchement je m'en suis débarrassée. Honnêtement j'ai dû le lire en 2-3 heures sur le canapé le soir parce que je voulais très vite passer à autre chose. En 66e place, If We Ever Met Again de Hannah Wang, que j'ai découvert à Hawaï et que d'ailleurs j'avais acheté à Hawaï pour le Jaspage à Barnes & Nobles. Première déception, première grosse déception de Hannah Wang parce que honnêtement c'était une seconde chance. Enfin le deuxième tome est une seconde chance, on va voir ça juste après. Mais du coup celui-là on commence le prologue, donc c'est pas du tout un spoil, hein, on commence le prologue, c'est leur rupture. Donc en fait j'ai pas du tout réussi à me mettre dedans parce qu'en fait je savais que la fin du livre allait mal se terminer. Donc du coup ça a été horrible parce qu'en fait t'arrives pas à t'attacher au personnage vu que tu sais ce qui t'attend à la fin, même si tu sais qu'il y a un autre tome après sur eux. Pour moi c'était trop difficile. Place 65, Hopeless de Elsie Silver, que j'attendais énormément, franchement l'histoire de Beau. Je l'attendais depuis le début parce que ancien militaire, tout ça, je savais qu'il y avait du potentiel. J'ai aimé Beau dans tous les livres, sauf le sien en fait. Elle a fait de Beau et de son syndrome post-traumatique quelque chose qui m'a pas plu du tout personnellement. Je savais pas où on allait, j'ai pas compris pourquoi psychologiquement c'était pas plus développé que ça. Notre protagoniste féminine c'est pareil, elle a une histoire familiale hyper toxique, tout ça. Et en fait on survole tout ça mais on va pas vraiment dans le fond, on creuse pas. Et du coup lui on passe complètement à côté de sa personnalité. Alors ayant moi-même fait un syndrome post-traumatique, je sais que ça peut changer plein de choses. Mais là honnêtement on le reconnaissait pas du tout et du coup pour moi ça a été un gros non. À la place 64, If the Sun Never Sets, du coup le deuxième tome de Hannah Wang qui est sur le même couple que le premier. Donc on se retrouve 5 ans plus tard les amis, 5 ans plus tard. Et du coup ils vont essayer de recoller les morceaux, tout ça. C'était mieux, mais du coup j'ai tellement souffert entre guillemets sur le premier tome que pareil, j'ai pas du tout réussi à accrocher. Et la protagoniste féminine était pas du tout attachante, elle lui en voulait sur d'autres trucs machin. Franchement j'ai pas du tout réussi à accrocher avec elle, elle m'a agacée à un point pas possible. À la 63e place on a King of Greed, aussi de Hannah Wang, et vous allez me dire ouais elle dit première déception de Hannah Wang mais elle fait que de les enchaîner. Pas du tout, lui c'était pas tant une déception, c'est qu'en fait pareil j'ai trop souffert, c'était une seconde chance parce que du coup ils sont mariés, ils divorcent parce que bah, lui ne s'occupe absolument plus d'elle et ne se soucie plus assez d'elle. Et alors au début j'ai adoré parce que j'étais là en mode oui, affirme-toi, fais-lui voir que bah du coup il faut qu'il te récupère tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment le pauvre il fait tout ce qu'il peut et elle juste du coup je me suis complètement détachée d'elle parce que j'arrivais plus du tout avec son personnage. J'étais là en mode bon ok d'accord il y a eu ci ça et tout, tu peux pas pardonner d'un coup, t'as divorcé machin, pas de problème. Mais au bout d'un moment le gars il rame depuis je sais pas combien de temps, laisse-lui une chance quoi. À la 62e place on a My Darling Bride, que j'avais acheté dès sa sortie et tout. J'avais la vision de fou pour ce livre parce que du coup on est sur un mariage arrangé avec du football américain, donc franchement tout y était. Et alors la déception du siècle, j'ai pas réussi à me mettre dedans, mais alors vraiment pas du tout. Il y a des moments où j'avais l'impression d'avoir loupé des pages tellement, notamment leur premier baiser, j'étais là en mode mais attends
il y a un truc que j'ai loupé et en fait pas du tout. Donc du coup voilà, j'étais un peu déçue. Pourtant c'est une autrice que j'aime bien parce que j'avais lu Dear Eva d'elle qui était vraiment incroyable. Mais pour celui-là ça l'a pas fait, je pense que j'avais une vision un peu trop précise peut-être de ce que j'attendais de ce livre. Et du coup j'ai pas du tout réussi à accrocher à ce qu'elle en a fait. Et à ce que l'histoire avance, parce que bon, il y avait pas mal de côté médical, ce qui d'habitude me coupe très vite étant moi-même dans le métier. Là ça n'a pas du tout été le cas, j'ai même trouvé ça hyper intéressant comment c'était amené et tout, mais par contre la romance pour moi ça n'avait ni queue ni tête entre eux. Lui t'as l'impression qu'il veut l'acheter tout ça au bout d'un moment. J'ai pas du tout de soucis avec le côté milliardaire, d'habitude j'adore même, mais là franchement c'était vraiment en mode bah je veux t'acheter comme ça t'es ma femme et c'est tout. Donc non. Ensuite en 61 je n'ai pas lu mais j'ai écouté Beautiful Bastard qui du coup a été très difficile à écouter parce que c'était que du smut les gars. J'aime beaucoup quand il y a du smut dans les livres, même s'il y en a beaucoup ça me dérange absolument pas. Mais alors là en fait t'avais l'impression qu'il y avait que ça, la romance que dalle. Donc non pareil, ça pour moi ça passe à la trappe. On rentre dans le top 60 avec Bloody Hearts de Sophie Lark qui était le tome que j'attendais le plus de la saga parce que du coup on était sur Dante, donc l'aîné de la fratrie. Non, ça a été que souffrance et déception. Elle tombe enceinte, c'est une seconde chance, tout ça. Vraiment on souffre, mais on souffre dans ce livre. J'espérais tellement mieux pour Dante. Ça a vraiment été une déception. 59e place pour Wildfire, du coup de l'autrice de Icebreaker, c'est le tome 2. J'avais beaucoup aimé à l'époque Icebreaker et là du coup je m'attendrais vraiment à quelque chose avec du hockey, même si c'est en camp de vacances tout ça, et en fait t'as l'impression que le hockey fait complètement pas trop partie du livre. Du coup c'était sympa mais je m'attendais à autre chose. Daydream pour la place 58, toujours le tome 3 du coup de Icebreaker qui était sympa mais pareil j'attendais un peu plus, il était assez hypé au moment de sa sortie et du coup j'étais là en mode ça devrait être sympa parce que lui il est HPI tout ça et j'ai pas accroché tant que ça. Ensuite on a Heavy Crown en 57e place qui est du coup le dernier tome de la saga de Sophie Lark, que j'ai pas trop aimé dans le sens où du coup Sébastien, j'attendais complètement autre chose pour lui. Finalement on a des événements qui se passent, sans vous spoiler, sur certains membres de la famille que j'attendais pas du tout et du coup bah pour moi ça faisait pas du tout sens, ça n'allait pas dans la suite logique de l'histoire, donc ça m'a pas trop plu. 56e place qui me brise le cœur pour le dernier tome de Rebel Blue Range par Lila Sage. Franchement ça m'a brisé le cœur de le mettre là, mais je l'ai fini il y a quelques jours et en fait c'est une seconde chance. Maintenant j'adore ça pourtant, mais là vraiment non. Non, le début ça a été hyper long, jusque la moitié du livre j'avais l'impression qu'il se passait rien. Lui on a l'impression que c'est le seul à avoir des sentiments et elle en fait elle a trop peur, elle se bride trop, sa famille est insupportable, elle est vraiment méchante. Pareil, sa famille prend une grosse place au début du livre. D'un coup il y a une conversation où c'est Dusty qui prend sa défense et après t'en entends plus parler, comme si bah du coup ça avait coupé tous les ponts. Donc bon, un peu dommage, j'avais vu beaucoup d'avis négatifs sur Camille dans le sens où on voyait pas trop qu'elle était maman tout ça. J'ai pas du tout trouvé que c'était le cas, j'ai même trouvé qu'on incluait beaucoup la petite et j'ai adoré. Mais du coup quand même déçue. À la 55e place on a Burn Dreams que j'ai fini pas plus tard que hier de Neva Altaj de la saga Perfectly Imperfect. C'est une saga de dark romance que j'aime beaucoup. Là j'ai juste moins accroché, c'était très bien. Mais elle en fait elle est déjà mariée, elle se fait taper, elle subit beaucoup d'abus de la part de son mari de tout type. Donc vraiment lisez bien les trigger warnings. Et en fait du coup ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Lui en plus il arrive pour une histoire de vengeance. Du coup il pense que elle c'est une femme qui est pourri gâtée par son mari alors que du coup c'est pas du tout le cas. Enfin ça m'a brisé le cœur pour elle et du coup j'ai un peu moins apprécié que les autres tomes de la saga. Brutal Prince, le premier tome de la saga de Sophie Lark, prend du coup la place 54. C'était sympa mais sans plus. On continue avec le deuxième tome, Stolen Air, à la place 53 qui était très sympa. Elle est danseuse. Lui il est russe ou des pays de l'Est si je vous dis pas de bêtises, il la kidnappe pour une histoire de vengeance. C'était sympa mais il y en a d'autres qui devaient arriver avant dans le classement donc c'est pour ça qu'il se retrouve si bas. Et on continue avec Sauvage Lover qui est du coup le tome 4 si je vous dis pas de bêtises, qui était sympa dans le sens où elle était mécanicienne, elle touchait pas mal aux voitures tout ça, donc il y avait un peu un esprit de Fast and Furious que j'ai pas mal aimé.
voilà, pareil, il y avait plein d'autres livres qui arrivaient avant, donc c'est pour ça qu'il est à cette place là. À la 51e place on a encore du Neva Altage avec Rune Secrets qui, si je vous dis pas de bêtises, est le tome 4. Du coup j'ai eu du mal à accrocher parce qu'en fait elle a toujours eu un gros crush sur lui depuis qu'elle est adolescente majeure. Et en fait du coup on a l'impression qu'elle a toujours aimé, elle a toujours vu que par lui, et lui il est obligé de se marier avec elle au début, il s'aime pas, c'est je t'aime moi non plus. Et après il y a une histoire d'amnésie. Le problème c'est que vu que c'est des livres qui sont courts, c'était un peu mal amené, j'ai eu l'impression qu'on marchait sur la tête à certains moments. Il lui pardonne des trucs par rapport à l'amnésie machin, enfin... Pour moi du coup ça n'avait pas trop de sens. Pour l'entrée dans le top 50 on a Chasing the Wild qui était très sympa parce qu'on est sur la trope le père de son ex, donc c'est une trope que j'aime quand même assez bien, mais franchement il y avait beaucoup de smut, des fois c'était un peu trop, et en plus de ça il y a eu des moments où ça m'a vraiment brisé le cœur pour eux deux d'ailleurs, parce que leur amour était vraiment hyper intense. Donc voilà, je vous spoil rien, c'est une happy end, mais il y a eu des moments où c'était trop dur pour moi. À la 49e place, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en parlant de ça, on a The Maddest Obsession qui est un livre qui est hyper hype sur le BookTok, et que du coup je me suis dit bon, il est temps que je le découvre tout ça. En plus ça m'avait été offert à mon anniversaire, donc j'étais là en mode c'est parti. Du coup j'avais commencé évidemment avec le premier tome dont on parlera juste après, et en fait pour moi ça a été mais tellement surcoté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des meilleures dark romances que celle-là. Alors on va pas dire le contraire, Christian, incroyable, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Son obsession pour elle depuis 8 ans, il va en psychothérapie pour elle, enfin tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Mais franchement pour moi c'était surcoté dedans. On continue à la place 48 avec The Sweetest Oblivion du coup, qui était pour moi plus sympa, même si au début j'ai eu aussi un peu de mal parce que vu que c'était le premier tome et j'étais là en mode ok on fait tout un cinéma pour ça. Pareil, très sympa, mais pour moi vraiment trop surcoté. À la place 47 on a mon tome préféré de la saga de Sophie Lark, Broken Vow, qui était vraiment hyper sympa. On est du coup sur un reverse Grumpy Sunshine. Elle est hyper indépendante, je crois qu'elle est même peut-être avocate, tout ça. Lui c'est un militaire ou ancien militaire qui du coup va devoir assurer sa protection. Il a toujours eu des vues sur elle, et elle est toujours là en mode... C'est vraiment Golden Retriever Black Cat Energy, ce livre. C'était vraiment super, mais encore une fois il y avait des livres qui étaient bien mieux, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent à cette place là. À la place 46 on se retrouve avec Summer in the City, du coup que vous avez en français, Un été à New York, qui était une rom-com très sympa, où la psychologie il faut vraiment la comprendre parce que sinon la protagoniste féminine vraiment tu passes à côté et juste elle te saoule. Mais sinon c'était très sympa, j'espérais juste l'aimer un peu plus que ça. À la place 45 par contre on finit avec le tome 3 du coup, donc c'est The Darkest Temptation de Daniel Lawrie. Franchement je l'ai beaucoup aimé, je pense peut-être le fait que ça se passe à Moscou et qu'on soit détaché peut-être un peu plus des deux premiers. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'elle soit captive, tout ça, même si au début il était quand même vraiment dur avec elle, franchement j'ai bien aimé. On continue avec Fractured Soul de Neva Altage, que j'ai beaucoup aimé, mais qui malheureusement pour moi était trop court pour ce qu'il y avait dans le livre, dans le sens où elle du coup elle a été je crois dans l'esclavage sexuel si je vous dis pas de bêtises, enfin bref elle a vraiment des traumas qui sont hyper lourds, et du coup elle arrive pas, enfin elle retourne pas tout de suite dans sa famille, c'est lui qui la sauve, du coup il va s'occuper d'elle machin, ils vont tomber amoureux, et vraiment au niveau du syndrome post-traumatique c'est magnifiquement, mais magnifiquement bien écrit. Le problème c'est qu'il y a des moments où le syndrome post-traumatique je pense passe un peu vite, parce que c'est des livres encore une fois qui font maximum 300 pages, et du coup par manque de place et de temps du coup on a accéléré un peu sur certains points, du coup il y avait de noter quelques semaines plus tard ou tout ça, mais du coup pour moi on passait trop vite sur certains points, c'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher à ce livre. À la place 43 on se retrouve avec Funny Story de Emily Henry, qui du coup est le premier livre que j'ai découvert d'elle, qui est vraiment hyper sympa, qui est très drôle à certains moments, mais qui m'a fait pleurer dans mon lit à 3h du mat en pleine insomnie, parce qu'il y a quand même une psychologie derrière des personnages, avec notamment tout l'aspect familial derrière, qui est vraiment super bien écrit, super bien développé, donc j'ai hâte de découvrir
lire d'autres livres d'Emily Henry. À la place 42, une autrice française avec The South Girl tome 2. Franchement le tome 1 je l'avais lu du coup au moment de sa sortie. J'ai attendu de pied ferme celui-là, j'ai franchement adoré l'histoire, j'ai trop hâte d'être en fin d'année pour avoir Hope is Blue parce que franchement la plume d'Aya Estrella est incroyable, les personnages, le found family, enfin franchement j'ai pas les mots, c'était juste génial. Swift and Saddle pour la place 41 qui du coup était très sympa, le tome 2 de Dawn and Dusted et de la saga du coup Rebel Blue Range de Lila Sage. Le problème c'est que Dawn and Dusted, vous le verrez, est beaucoup plus haut dans le classement, je l'avais adoré et en fait j'ai enchaîné direct avec celui-là qui est vraiment très sympa parce qu'on aborde le sujet de la dépression et tout, notamment chez les hommes, et j'ai trouvé ça génial, les relations toxiques et tout par rapport à elle et à son histoire. Mais du coup en fait je l'ai enchaîné direct et je pense qu'en fait le rythme était peut-être un peu plus lent que Dawn and Dusted et du coup j'ai eu un peu plus de mal à mettre dedans. À la 40e position on se retrouve avec Mind for a Moment de Katharina Mora. Si vous me connaissez vous savez à quel point j'adore cette autrice et tout ce qu'elle écrit. J'ai commencé d'ailleurs avec la saga de Windsor qui est incroyable. Vous avez les premiers tomes d'ailleurs qui sont sortis en français, donc franchement foncez. Celui-là je l'ai beaucoup aimé mais ça n'a été que souffrance parce que je peux pas vous le dire parce que sinon c'est un spoil, mais vraiment j'ai pleuré à gros sanglots. Si vous voulez y aller, foncez, mais préparez les mouchoirs. On continue à la place 39 avec Stolen Touch de Neva Altaj qui est du coup le tome 5 je crois. Honnêtement je l'avais adoré, déjà elle est en études d'infirmière je crois, donc j'avais adoré. Et en fait elle est à New York si je vous dis pas de bêtises, sauf qu'en fait elle fait partie de la famille de la mafia et en fait elle est pas censée être à New York sans avoir l'approbation de la mafia de New York. Sauf que personne ne sait qu'elle est là. Ne va pas-t-elle tomber dans les bras du chef de la mafia? Du coup il va découvrir qui c'est et il va en fait du coup la faire chanter pour qu'elle devienne sa femme. Donc au début ça part très mal, au début ça part bien, après du coup lui fait le chantage, ça part très mal. Finalement c'est absolument incroyable, j'ai adoré parce que lui il est arrivé pas mal de trucs, donc au niveau des mains il est blessé et il refuse qu'on le touche, il refuse qu'on l'aide quand il y a des trucs manuels à faire comme tout simplement mettre ses boutons ou défaire ses boutons de chemise, et avec elle il va la laisser faire. C'était juste incroyable, franchement. Neva Altaj, ça saga Perfectly Imperfect, si vous l'avez pas encore lu et que vous le lisez en anglais, foncez, c'est des tomes qui se lisent hyper vite parce qu'ils sont très courts mais franchement ils sont géniaux. Love Redesign de Lauren Asher pour la place 38, franchement sur le coup je l'avais pas tant aimé que ça pendant ma lecture parce qu'on est sur une seconde chance du coup et j'avais eu un peu de mal à accrocher tout ça et finalement l'univers était génial et a posteriori j'ai réussi à plus l'apprécier que pendant ma lecture. Je sais pas si ça fait sens mais moi je me comprends. On continue à la 37e place avec Katharina Mora, Forever After All. Du coup on est sur un mariage arrangé parce qu'elle il me semble qu'elle a besoin d'argent et du coup elle va se marier avec le frère de son meilleur ami. Vraiment génial. À la 36e place, et ça m'a valu une rupture amicale avec Camille pour l'avoir mis aussi bas, Arthur Voice, que pourtant j'ai beaucoup aimé mais comparé à Camille j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur que ça, et même s'il était vraiment très bien écrit, très sympa, il y a d'autres livres pour moi qui arrivaient avant. Pour la place numéro 35, on continue avec Pain Scars de Neva Altaj qui du coup est le premier tome celui-là, donc c'est avec celui-ci qu'on attaque la saga Perfectly Imperfect qui est vraiment génial. Moi je l'ai trouvé hyper original pour commencer une mafia romance avec du coup un mafieux qui a des difficultés physiques, qui doit marcher avec une canne, tout ça, et franchement j'ai adoré. Ça change de ces gros mafieux qu'on voit hyper musclés, hyper baraques machin, et du coup le voir on va dire un peu plus vulnérable. Franchement j'ai adoré parce que j'ai trouvé que ça changeait de dingue. On continue avec du Elsie Silver pour la place 34, Wild Love, que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier tome du coup de la saga Rose Hill Series qui est vraiment très bien parce qu'on parle que de single dad les amis. Pour l'instant j'ai toujours pas commencé le tome 2, il est dans ma palle ce mois-ci donc j'espère qu'on en parlera très bientôt. Là on est sur un single dad mais qui change dans le sens où il connaissait pas sa fille jusqu'à ce qu'elle débarque chez lui. Elle a je crois 12 ou 14 ans à peu près et on est pas vraiment sur une seconde chance parce que ils se connaissent d'il y a longtemps mais en fait ils ont toujours eu un crush l'un sur l'autre machin, et vu qu'en fait lui
c'est le meilleur ami de son frère à elle, bah en fait je crois qu'ils se sont jamais vraiment lancés. Là lui il est millionnaire maintenant, enfin franchement une romance que j'avais beaucoup aimée. À la 33e place, si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour la saga Honeymoon Series de Laura Pavlov, qui a été un gros coup de cœur cette année. Je l'ai découverte à Hawaï parce que j'ai acheté le premier tome à Barnes & Noble là-bas, comme ça, vraiment la couverture était mimi machin, et finalement j'ai découvert un univers absolument incroyable. Donc on continue avec Simply Mine pour cette 33e place. C'est mon tome... on va dire que j'ai le moins aimé, pourtant je l'ai absolument adoré tout comme les autres, mais c'était celui que j'attendais le moins parce qu'on suit du coup Charlotte dans celui-là je crois, et en fait c'était celle la plus discrète de la fratrie. On est sur un pareil, second chance je crois. On est sur aussi le frère de sa meilleure amie qui va pas forcément le prendre bien, tout ça, ça m'avait un peu saoulé au début. Mais franchement, la saga en elle-même, Honeymoon Series, je vais en faire ma propagande, c'est sur TikTok, c'est partout. Vraiment, c'est une saga que j'ai absolument adorée et que je conseille à tout le monde. En 32e place, on continue avec Does It Hurt, donc absolument rien à voir, on est sur une romance bien sombre de H.D. Carlton, la reine de la dark romance pour moi. Honnêtement j'ai adoré, mais vraiment adoré cette lecture parce que en termes de psychologie, encore une fois, enfin elle écrit mais tellement bien sur les sujets comme ça. Vraiment faites très attention par contre au trigger warning. Il est disponible en France chez Roncière, c'est Ça te fait mal du coup. Vraiment lisez bien les trigger warnings avant de l'acheter, même si en France il est emballé tout ça, vous pouvez trouver les trigger warnings sur internet les gars. Franchement il est super bien écrit. On se retrouve du coup sur une île déserte avec un vieux fou machin. Ils sont tous les deux... en fait tu le dévores parce que tu as envie de comprendre. Moi franchement je m'attendais pas du tout à ça à la fin. Vraiment c'est lunaire, c'est incroyable, j'ai vraiment pas d'autres mots, c'est super bien écrit. La psychologie tant de elle que de lui est super bien détaillée. Lui en plus il est spécialiste des requins, donc pareil c'est un sujet qu'on traite pas souvent je trouve, enfin personnellement que je vois pas souvent dans mes lectures, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement si vous aimez les dark romances, les romances psychologiques tout ça, et que vous êtes ok avec les trigger warnings, foncez. À la 31e place on se retrouve avec Beg, Borrow or Steal de Sarah Adams, qui du coup est le tome 3 de la saga When in Rome, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça et que j'ai absolument adoré. Ce tome 3 du coup on suit Emily qui est la sœur aînée, donc en général moi-même étant la sœur aînée ça me parle toujours un peu plus. Honnêtement c'est aussi bas entre guillemets dans le classement parce qu'encore une fois il y en a d'autres que j'aimais beaucoup plus, que je devais mettre plus haut, mais franchement c'est super bien écrit, c'est super mimes. Franchement ça se mange tout seul, comme d'ailleurs tout le reste de la saga. Elle au début honnêtement son personnage dans tous les autres tomes j'avais un peu de mal, il y a des moments où t'as juste envie de l'étrangler tellement elle est hyper protectrice et tout avec toute la fratrie, mais franchement dans celui-là on la redécouvre et j'ai vraiment beaucoup aimé. En 30e position on retrouve Riding the High de Paisley Hope, que pareil j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Honnêtement j'étais un peu déçue, pourtant j'ai adoré ma lecture, il y a vraiment zéro souci là-dessus. J'ai juste été un peu déçue parce que j'espérais un gros coup de cœur pour ce tome là, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. On est sur un single dad, mariage accidentel à Las Vegas, vraiment c'est incroyable. J'ai adoré ma lecture, le problème c'est que pour moi il y avait du smut à certains moments qui n'étaient pas nécessaires, et du coup il y avait des discussions qu'on attendait et qui ont été repoussées parce que plutôt que de discuter, scène de smut. Et du coup moi ça m'a un peu dérangée parce qu'il y a des moments où du coup eux ils étaient un peu chacun de leur côté dans le doute tout ça, et tout ce qu'il fallait c'était discuter, et plutôt que de parler on passait à autre chose, et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. C'est vraiment le seul point négatif de cette lecture. À la 29e place on se retrouve avec When in Rome, du coup le premier tome de Sarah Adams, qui est aussi le premier livre que je lis d'elle, et honnêtement je l'ai dévoré, j'ai adoré sa plume, donc franchement je pense que je vais en lire bientôt d'autres qu'elle a écrit parce que franchement j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire, c'était drôle, c'était simple. Franchement pareil, si vous connaissez pas, je pense que vous pouvez foncer. Je pense pas que cette saga soit encore sortie en France, mais par contre je sais qu'elle en a sorti d'autres comme The Cheat Sheet ou The Rule Book je crois qui est sorti, donc franchement vous pouvez foncer. Je les ai pas lus, mais si sa plume est aussi bonne que là-dedans,
Franchement c'est très très sympa. En place numéro 28 on se retrouve avec Holding the Reins et est-ce qu'on peut juste prendre 2 secondes pour admirer cette couverture qui est absolument magnifique. Du coup on suit Sissy alias Cecilia du coup et Nash Carter. Incroyable parce qu'on est sur une cowboy romance les gars, mais lui est une star de hockey sur glace. Donc absolument tout ce qu'on aime. Lui il a toujours fait partie de la famille parce qu'il a perdu ses parents jeunes, donc il est très très proche de ses frères à elle, donc on a aussi cette vibe de meilleur ami des frères, tout ça. Franchement j'ai adoré, elle revient dans sa petite small town après avoir été dans une plus grande ville avec une relation hyper toxique, tout ça. Donc franchement c'était super sympa à lire, il y a beaucoup de smut mais franchement ça se lit tout seul. On continue avec Love and Whiten de Lauren Asher qui est du coup le tome 2 de la saga Lakefront Billionaires que j'ai absolument adoré. On est sur un single dad nanny, ils partent en vacances à Hawaï, franchement incroyable. À la place numéro 26 on se retrouve avec le tome 4 de la saga King of Sin de Hannah Wong, King of Slows, que j'ai beaucoup aimé. On est sur un reverse Grumpy Sunshine. C'était pas forcément celui que j'attendais le plus pour être honnête et finalement ça a été une belle surprise. À la 25e place on continue de la même saga avec le premier tome King of Frost. Du coup on suit Dante Russo. Et vous avez déjà ce premier tome en français, si vous ne l'avez pas lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Cet tome, on prend matin, midi, soir, les gars, franchement, millionnaire, tout ça, mariage arrangé, rien à redire. On continue à la place numéro 24 avec Broken Whispers de Neva Altage, encore une fois, c'est le tome 2. Et on est sur un single dad dans la mafia, les amis, donc franchement, je pense que je n'ai rien besoin de dire de plus. À la place numéro 23 on se retrouve avec Birthday Girl de Penelope Douglas qui du coup était l'un des premiers livres où je découvrais la trope le père de son ex. Franchement c'est incroyable dans ce tome. Au début tu te dis parce que le début c'est vraiment leur rencontre au cinéma machin, tu vois que l'alchimie est vraiment là en fait. Et du coup tu te rends compte qu'elle est avec son fils, que le fils en question est un raté pas possible. Franchement j'ai adoré leur relation, j'ai adoré la tension qui règne dans cette maison. Et alors la plume de Penelope Douglas sur des sujets un peu tabous comme ça, franchement ça se dévore tout seul. À la 22e position on retrouve The Right Move de Lily Stamford. Franchement j'ai adoré ce deuxième tome de la saga des Windy City. Lui c'est vraiment un green flag. J'ai vraiment pas d'autres mots pour le décrire. On peut pas faire, je pense, plus simple, plus doux que lui. Vraiment Ryan Shea. Mais trouvez-nous un mec qui met notre café et notre lait dans le frigo le matin pour nous faire notre latte glacée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On continue avec du Hannah Wong encore une fois pour la 21e place avec King of Pride qui pendant longtemps a été mon tome préféré de la saga. Franchement, Kai... l'homme qu'il est, pareil, franchement, lui on le mange matin, midi, soir, quand il veut, il n'y a vraiment pas de problème. J'ai adoré le fait qu'on parle de l'écriture et tout par rapport à elle qui écrit des romans, tout ça, le fait qu'elle veuille se lancer mais qu'elle ose pas, tout ça, que lui du coup, il me semble qu'il travaille dans tout ce qui est mathématiques et tout, donc il est millionnaire, mais il est surtout hyper intelligent, vraiment j'ai adoré. En 20e place, on retrouve Rewind It Back, du coup le dernier tome de la saga de Lee Stamford, Windy Cities. J'ai adoré ma lecture, j'ai sauté dessus quand il est sorti, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Franchement Rio, j'attendais son histoire depuis un moment parce qu'on le voit en personnage secondaire dans plein d'autres livres, notamment dans The Right Move où il prend vraiment une grande place amicale avec du coup Indy. Franchement j'ai adoré son histoire, on est sur une seconde chance avec son amour de lycée, son premier amour, on a des flashbacks et tout mais c'est super bien fait franchement. Je pense que la saga des Windy City est l'une des meilleures sport romance que j'ai pu lire. Si vous l'avez pas encore commencé, je sais pas ce que vous attendez. À la 19e place on retrouve encore du Laura Pavlov avec Make You Mine qui est le tome 3 du coup de la saga Honey Mountain Series. Franchement c'est un single dad nanny avec la cadette de la fratrie qu'on pense tous un peu fragile, qu'il faut protéger machin, rien du tout les gars. Lui il est pompier, hyper grumpy, les deux petites sont juste absolument adorables, à croquer, juste d'en parler j'ai envie de le relire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que honnêtement on parle du système du coup entre guillemets judiciaire avec tout ce qui est divorce, garde d'enfants, et on montre à quel point ça peut être
problématique, à quel point on peut donner parfois la garde à des mamans qui sont justement problématiques parce que on privilégie très souvent la mère par rapport au père, etc. Même quand c'est lui qui est la personne saine et la figure vraiment stable du foyer. Franchement j'ai adoré comment elle a amené ça dans la romance et tout, que ça soit magnifiquement bien fait. Franchement voilà, encore une cause pourquoi je fais la propagande de ces livres. On continue justement avec la place numéro 18, Only Mine, qui du coup est le dernier tome de la saga de Laura Pavlov, Rose Mountain Series. J'ai adoré ce tome parce que je l'attendais depuis le premier littéralement. On va suivre du coup l'une des sœurs jumelles de la fratrie qui est du coup Dylan. Au début j'étais là en mode c'est une fille, oui c'est bien une fille, et en fait elle est complètement tarée. Dans cette saga, ce que je vous ai pas dit, c'est que les filles ont perdu leur maman assez jeune, et en fait dans chaque tome tu découvres un peu comment elles ont chacune fait leur deuil et comment elles avancent par rapport à ça. Et en fait Dylan a vraiment été celle qui faisait rire tout le monde. Et dans son tome, la voir enfin vulnérable, la voir lâcher les vannes avec quelqu'un parce qu'elle est toujours là à faire la meuf hyper forte, hyper indépendante, qui aboie un peu entre guillemets dès qu'un mec les approche, machin. Là, la voir avec une phase... dans une phase de sa vie complètement différente, avec un homme qui prend la place dans sa vie, qui lui dit que en fait elle peut être vulnérable, elle peut être en insécurité avec lui. Franchement j'ai adoré et j'ai dévoré le livre d'une traite. À la 17e place, le premier tome de la saga Honey Mountain Series. Oui, je ne parle que de ça, je suis désolée les amis. Always Mine, que du coup j'avais découvert à Hawaï, donc en plus de ça le lire à la plage c'était génial. On est sur un Friends to Lovers où lui il est pompier aussi du coup, et elle se rend compte qu'elle a jamais vraiment eu d'orgasme, tout ça, et elle va lui demander de lui apprendre. Donc lui il est là en mode non. Et finalement si, parce qu'en fait il se rend compte qu'il est fou d'elle depuis belle lurette. Et franchement j'ai adoré leur dynamique, ils sont beaucoup trop mimes ensemble. Lui pareil, il a une histoire familiale qui est assez compliquée avec son père qui est en prison, tout ça. Et franchement c'est ce que j'ai adoré dans cette saga encore une fois, c'est que même si c'est une petite small town romance, que c'est pas forcément trop compliqué, il y a quand même des sujets hyper importants qui sont abordés derrière, et la plume de l'autrice est géniale. En 16e place on retrouve Training the Heart de Paisley Hope, qui du coup est le deuxième tome de sa saga, que j'ai adoré. J'attendais le tome de Wes. Déjà dans le premier on voit qu'il est hyper grumpy, on voit leur rencontre dans le premier tome, on voit comment il est avec elle et tout. Déjà avec tout le monde il est hyper grumpy, mais alors avec elle. Et ce que j'ai adoré c'est qu'en fait elle lui rend son attitude fois 1000, elle se laisse pas marcher dessus tout ça, et franchement j'ai absolument adoré. Le seul truc c'est que je m'étais un peu fait spoil sur une des tropes du livre, et du coup j'attendais cet événement là qui en fait arrive à 80% du livre, donc du coup ça m'a un petit peu gâché ma lecture, mais franchement c'était juste excellent. À la 15e place on continue avec Gloves Off de Stephanie Archer. Si vous me connaissez vous savez et vous connaissez mon amour pour la saga Vancouver Storm Series, mais alors celui-là, mariage arrangé entre la docteure et notre très cher Alexei qui est russe, incroyable. Franchement j'avais pas autant d'attentes pour ce livre, c'était absolument génial. Elle qui est toujours hyper indépendante, hyper machin, pareil, la voir là, avoir quelqu'un qui prend soin d'elle, c'était juste génial. Le seul truc qui m'a un peu agacée au début c'est qu'en fait ils se laissent chacun croire des trucs sur eux qui sont faux. Elle le laisse croire qu'en gros c'est une petite princesse à papa pourri gâté machin, et du coup au début ça m'a un peu tendue, mais franchement c'était dans la continuité de toute la saga, c'est-à-dire incroyable. Top 14, Lucie, nous ne sommes pas au rugby, Promise Me Sunshine, qui a été une magnifique découverte cette année. J'ai énormément pleuré sur ce livre. Notre protagoniste féminine a perdu sa meilleure amie et elle essaye juste de survivre après ça. Si vous ne le savez pas, je vis moi-même avec ma meilleure amie, on est en colocation, on passe absolument toute notre vie ensemble. Et en fait là c'était absolument le cas, elles étaient en coloc pareil, donc le transfert les gars était énorme. Je me suis beaucoup retrouvée du coup dans son histoire, et c'était absolument horrible. J'ai vraiment versé toutes les larmes de mon corps là-dessus. C'était d'une humanité sans nom. Vraiment lui,
Il veut l'aider du coup dans son deuil, il veut l'aider à continuer d'avancer, il veut lui montrer que bah, justement sa liste qu'elle avait fait avec sa meilleure amie pour continuer à vivre et à survivre est faisable, qu'on peut le faire, qu'on peut s'amuser, tout ça, parce que lui-même a déjà perdu du monde dans sa famille et tout ça. Franchement c'était incroyable. En plus de ça, ça se passe à New York. Enfin franchement, si vous êtes ok avec ces sujets là, parce que je sais que c'est des sujets qui sont pas vraiment faciles à lire, franchement vous pouvez foncer, parce que personnellement c'est un livre que j'ai absolument adoré. Dans un tout autre registre, on se retrouve avec la place numéro 13, King of Envy de Hannah Wong, qui est sa dernière sortie d'ailleurs, que j'ai absolument dévoré dès sa sortie, qui était dingue. Vu que Markovic je l'attendais depuis bah, du coup le dernier tome, j'ai pas du tout été déçue. Elle au début elle est fiancée à quelqu'un d'autre, mais franchement j'avais peur que ça me bloque ou que ça m'agace de trop. Finalement c'est écrit d'une certaine manière que ça te gêne pas, enfin moi personnellement ça m'a pas plus dérangé que ça. La personne en plus avec qui elle est fiancée, du coup en général quand c'est comme ça on les déteste. Là c'était pas du tout le cas, je l'ai même beaucoup aimé. Donc franchement c'était génial, leur relation, leur alchimie, son obsession à lui pour elle, franchement je n'ai pas les mots, je ne sais pas ce qu'Hannah Wong met dans ses livres, mais il va falloir nous dire la recette parce que on ne s'en remet pas. Je vous en ai déjà parlé dans mon classement suite à un autre de ces tomes, Lila Sage avec Done and Dusted, du coup le premier tome de la saga Rebel Blue Ranch. Franchement j'ai adoré ma lecture, il y a beaucoup de smut mais ça m'avait pas du tout dérangé. Elle revient du coup en ville parce que bah, elle n'arrive plus à monter à cheval, étant donné que c'est son travail, c'est un peu embêtant les gars. Lui du coup il va l'aider par rapport à tout ça et il va l'aider avec beaucoup d'autres choses vu tout le smut qu'il y a. L'attention est absolument exceptionnelle, c'est super bien écrit. Lui c'est le meilleur ami du frère, donc il y a forcément un moment donné où ça se passe pas très bien, mais entre eux il n'y a pas de rupture et ça pour mon petit cœur c'est incroyable, ça nous épargne bien des souffrances. Franchement Lila Sage du coup ça a été une super belle découverte cette année, même si vous avez vu mon avis sur son dernier tome. Voilà, franchement j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous prépare pour la suite, parce qu'elle écrit super bien. Là en l'occurrence l'univers de Rebel Blue Ranch va me manquer terriblement, le Found Family, tout ça. Donc franchement j'ai très hâte de voir la suite. En 11e position, on passe à complètement autre chose avec Releasing 10 de Chloé Walsh, qui je pense a été ma lecture la plus dure de cette année. Lisez, je vous en supplie, les trigger warnings si vous voulez lire la saga des Boys of Somen, qui est l'une de mes préférées mais qui est vraiment très dure à lire et qui a un nombre incalculable de trigger warnings. Releasing 10 ne fait pas exception et est je pense le livre le plus détaillé de cette saga sur des sujets qui sont absolument horribles, dont je ne citerai pas le nom à voix haute mais que je vous mets juste là à l'écrit. C'est magnifiquement bien écrit. Au début j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans parce que déjà je suis pas du tout une grande fan du personnage de Lizzie, parce que dans tous les autres tomes pour moi elle était vraiment détestable. Et en plus de ça du coup on parle de bipolarité, qui est malheureusement une maladie que je connais suite à une de mes amies qui en souffre, et du coup être dans la tête de quelqu'un qui souffre de la même pathologie était vraiment pour moi assez difficile. Mais Huggy, je suis tombée amoureuse, mais amoureuse de lui, c'est un green flag pas possible, alors qu'ils sont quand même hyper jeunes, il subit et il encaisse des choses qu'il n'a pas à vivre à cet âge là, qu'il n'a pas à connaître. Pour elle il va vraiment, j'ai même pas les mots pour le décrire, parce que pour elle il va se dépasser, il va dépasser ses limites, il va vraiment vivre des choses comme je vous dis qu'il n'a pas du tout à vivre à son âge. La fin m'a absolument détruite. Quand je voyais sur TikTok, sur tous les autres réseaux, dire oui, je pense à ce livre tous les jours, machin, j'étais là en mode bon, je sais que Chloé Walsh écrit très bien, parce que Biding 13, Keeping 13 sont vraiment mes tomes préférés de la saga, mais de là à y penser tous les jours, les gars, faut pas déconner. Oui, genre vraiment c'est le cas, parce qu'en fait cette histoire te brise l'âme en 1000 morceaux. Pour l'instant on n'a pas la colle pour le recoller parce que la suite n'est pas sortie, mais en fait c'est tellement dur, c'est tellement magnifiquement bien écrit, la fin te détruit tellement, parce que moi personnellement j'ai absolument rien vu venir.
que franchement tu ne peux que y penser tous les jours parce que ce n'est que souffrance. Mais c'est tellement beau en même temps. Enfin franchement j'ai pas les mots. Si vous pouvez les lire, si les trigger warnings ne sont pas trop difficiles pour vous et si vous êtes ok avec ce type de lecture, franchement allez-y. C'est une saga qui est d'une beauté, d'une difficulté, d'une douleur exceptionnelle, mais qui à mon sens en vaut vraiment le coup si vous êtes en capacité de la lire, parce que je suis notamment des youtubeuses, tiktokeuses américaines qui sont sur Booktube, Bookstar, Booktok, tout ce que vous voulez, et qui ont un peu mis en péril, je trouve, leur santé mentale pour la lecture de ce tome, parce qu'elles ont elles-mêmes subi des choses similaires. Votre santé mentale doit toujours passer avant la lecture, donc si les trigger warnings ne sont pas pour vous, je vous en supplie, ne le lisez pas, parce que même moi il m'a retourné les tripes. La dédicace c'est littéralement pour les survivants, donc voilà. Mais franchement si vous pouvez et que vous vous sentez prêt et assez fort mentalement pour le lire, allez-y, parce que je pense que c'est l'une de mes meilleures lectures de l'année. On rentre enfin dans le top 10 qui honnêtement a été très difficile à départager. Tout le reste du classement a été déjà hyper compliqué à faire, mais le top 10, en fait t'as tous envie de les rapprocher le plus possible du top 1, mais c'est pas possible, faut faire des choix à un moment donné. Donc on continue en 10e position avec Taming Seven de Chloé Walsh, du coup sur Claire et Gypsy, que pareil j'attendais, mais comment vous dire ça, en fait j'avais vu pas mal de choses sur la fin de ce tome, sur la relation de Claire et Gypsy, qui pour moi dans les autres tomes est absolument géniale et trop belle, que du coup j'avais peur que ce tome la gâche ou me fasse trop de peine sur comment ça se finissait entre eux. Mon petit cœur a été épargné, ça s'est bien passé. Gypsy a mon cœur pour absolument l'éternité. Il m'a brisé le cœur, il m'a brisé l'âme, il m'a brisé tout ce que vous voulez. Il mérite le monde entier. Claire est là pour lui. Claire mérite aussi le monde entier. Tous les deux, ils sont vraiment beaucoup trop mimes. Leur histoire, leur amour est beaucoup trop pur pour cette société et ce monde. Gypsy ne méritait absolument pas tout ce qu'il a pu vivre et tout ce qu'il a subi. Comment c'est sorti auprès des autres, des autres et du monde dans ce livre n'était pas comme j'aurais aimé que ça sorte, même si je le savais déjà parce que je m'étais un peu fait spoil, mais je suis heureuse qu'ils puissent avancer là-dessus, et du coup j'ai vraiment très hâte qu'on ait leur deuxième livre, parce que j'ai hâte de les voir se reconstruire et surtout de voir Gypsy se reconstruire avec Claire et peut-être sans elle aussi, parce que même si je pense qu'il a besoin d'elle pour ça, je pense qu'il a aussi besoin de faire ça par lui-même pour se montrer qu'il peut faire les choses seul et qu'il n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre avec lui. En 9e position, on a Practice Makes Perfect, le tome 2 de la saga When in Rome de Sarah Adams, qui est du coup mon tome préféré. On est du coup avec la cadette de la famille et le bodyguard du premier tome. C'était absolument incroyable. Elle est là, sa boutique de fleurs, on croit qu'elle est toute mime, trop gentille, trop patati, trop patata. Et lui c'est un peu le playboy, voilà. J'ai adoré leur relation. Lui c'est un green flag sur pattes, il tombe pour elle mais alors si fort. Et elle, la voir s'assumer, la voir découvrir que en fait elle a envie de plus que d'être juste voilà un peu trop gentille, un peu trop mimique, elle a envie d'aventure, qu'elle a envie de lire des livres justement avec plein de smut, machin. Enfin franchement j'ai adoré leur relation, j'ai adoré qu'ils l'aident à avancer et à se découvrir. Encore une fois franchement Sarah Adams, très belle surprise. En 8e position, on retrouve encore Dineva Altage avec Hidden Truth, qui du coup est le tome 3 de la saga Perfectly Imperfect, qui a été un coup de cœur absolument infini. On suit du coup Sergei, qui a été dans une organisation quand il était plus jeune pour être modelé par le gouvernement, partir en mission, tuer et voir des choses qu'il aurait jamais dû voir aussi jeune et même par la suite. Il fait plus du tout partie de cette organisation là, il est du coup dans la mafia maintenant, mais il a des flashbacks, des moments de dissociation complet où il va fixer le mur et si tu le touches il est carrément capable de te tuer, sauf
Quand c'est-elle les gars? Et là ça on adore, vraiment l'obsession qu'il va nourrir pour elle, vous allez me dire, est pas du tout très saine, même pas du tout mais elle va l'aider, il va avoir de moins en moins de flashbacks avec elle à ses côtés, il va en revenir plus facilement, enfin franchement j'ai adoré leur relation. Il y a des fois où en effet il y a peut-être des choses toxiques mais les traumatismes font malheureusement que franchement moi j'ai adoré, ça a été juste un coup de cœur énorme et du coup vu que c'était en plus dans les premiers tomes de la saga, ça m'a juste donné encore plus envie de continuer. En 7ème position, encore du Lila Sage avec Lost in La Soul, le tome 3 du coup de Rebel Blue Ranch, que j'ai adoré. On est sur un single dad nanny Grumpy Sunshine avec Augustus et Theodora alias Gus et Teddy. Elle est hyper lumineuse, hyper bruyante et ce que j'ai adoré avec ce tome, c'est qu'en fait Gus, même si c'est je t'aime moi non plus machin, il va la laisser briller, il va la laisser être extravertie, tout ça avec tout le monde parce qu'il sait qu'il y a une part en fait qui n'est qu'à lui et franchement j'ai adoré le voir l'encourager à être elle-même, à faire tout ce qu'elle rêve de faire. Franchement j'ai dévoré ce tome et pour moi c'est vraiment mon préféré de la saga. On continue avec Passion Project en 6ème place, qui a été une magnifique surprise. Honnêtement je ne m'attendais pas à l'aimer autant. On est sur une petite rom-com mais qui aborde quand même des sujets assez importants comme le deuil. Elle a du coup perdu son ex-fiancé et elle culpabilise, elle ne vit pas, elle fait que survivre, elle a pas de passion, d'où le titre du livre. Et en fait sa coloc en peut plus, elle en a marre de la voir comme ça, elle l'envoie en date, sauf que du coup panique à bord, elle se planque dans les toilettes, elle y va pas et en fait elle se rend compte qu'elle a perdu, je crois que c'est son permis ou peut-être même son portefeuille. Elle revient dans le restaurant où elle s'était planquée aux toilettes et en fait son date il travaille et du coup ils vont manger ensemble finalement machin et il va lui demander justement si elle a une passion. Et du coup ils vont avoir ce projet, Passion Project, de lui trouver une passion pendant l'été. Ça se passe à New York, c'est super bien écrit. Du coup on parle de sujets hyper importants comme le deuil. Lui il a son père je crois qui souffre d'Alzheimer, donc pareil on parle de tout ce qui est souvenirs, tout ça. Lui il prend beaucoup de photos donc tout ça fait vachement sens. Et leur relation du coup va passer de friends to lovers et c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien amené, c'est super touchant, encore une fois très humain. Franchement si c'est des sujets encore une fois qui vous parlent comme pour Promise Me Sunshine, c'est différent mais ça aborde le deuil vraiment aussi d'une très belle manière. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour rentrer dans le top 5, on commence avec Play Along de Lee Stamford, le tome 4 du coup de la saga Windy City, que j'ai adoré avec Isaiah Rhodes et Kennedy. On est du coup sur un mariage accidentel à Las Vegas. On est vraiment sur un reverse Grumpy Sunshine, Golden Retriever, Black Cat Energy, tout ça. Franchement j'ai adoré ce tome, c'est hyper intense entre eux. Déjà moi j'avais trop hâte parce qu'on les voit un peu dans le tome précédent sur son frère. Et j'avais trop hâte de voir Isaiah se caser, j'avais trop hâte de le voir tomber pour elle parce qu'il est déjà tombé bien avant même qu'il se passe quoi que ce soit. On parle aussi de sujets importants parce que elle déjà elle est femme dans un monde d'hommes avec sa carrière de médecin et en fait on la relègue à un rang inférieur juste parce que c'est une femme et elle l'accepte parce que elle veut être dans cette équipe là. Donc déjà tout ça est très bien amené. Et lui, il y a l'aspect deuil aussi par rapport à ses parents qui sont morts du coup je crois pendant une tempête notamment. Et du coup on voit le post-traumatique de ça, ce que ça engendre quand il y a des orages, tout ça chez lui. Et j'ai trouvé ça hyper touchant parce qu'il est toujours là à faire le mec drôle, hyper fun, machin. Et du coup le voir aussi vulnérable, j'ai adoré, c'est super bien écrit. Et ça n'a fait que confirmer que Lee Stamford était exceptionnel dans son écriture. En 4ème position, on retrouve mon tome préféré de la saga Honey Mountain Series de Laura Pavlov, Evermine, où on va suivre Everly qui est la sœur aînée de la fratrie, donc ça me parlait forcément de manière un peu particulière. On est sur une seconde chance absolument magnifique. Vraiment j'ai pleuré, mais j'ai pleuré dans l'avion sur le retour de Hawaï, c'était absolument minable. Mais c'était exceptionnel, enfin franchement j'ai pas les mots pour ce livre, c'est vraiment un coup de cœur de cette année.
Elle est hyper touchante, elle était pas là le jour où sa mère est morte et du coup elle s'en est absolument toujours, mais toujours voulu. Du coup elle a toujours voulu compenser, être là pour toute la famille, tout ça, et pareil, la voir un peu s'effondrer avec lui. Et alors lui, lui star de hockey, donc déjà à partir de là ça partait très bien, mais en plus de ça il dit des trucs du genre qu'en gros il a toujours cherché ce qui lui manquait mais qu'il n'était pas prêt de trouver parce qu'il l'avait déjà eu. À partir de ce moment-là, on pouvait s'arrêter là. C'était encore une fois magnifiquement bien écrit. Elle est psychologue justement pour sportifs et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver parce que lui, il a des blocages, tout ça. Donc elle va l'aider par rapport à tout ça et franchement les voir travailler ensemble, elle du coup se rendre compte de plein de choses aussi sur sa propre psychologie, franchement c'était magnifique. Et encore une fois je vais continuer ma propagande, si vous pouvez lire en anglais et que vous aimez les small town romance, foncez, c'est l'une des meilleures sagas que j'ai pu lire cette année. En troisième position, on rentre enfin dans le plus haut du panier avec Say You Swear, qui est le premier livre que j'ai lu cette année, qui m'a absolument brisé l'âme. J'ai fini en larmes sur le canapé, j'avais même fait story, vidéo TikTok machin. Hyper bien écrit, honnêtement j'ai beaucoup attendu pour lire ce livre parce qu'en fait il était hyper hype déjà sur BookTok, donc moi quand c'est comme ça me saoule un peu pour être honnête. Et en plus de ça je l'avais commencé en anglais et au début on te parle des personnages, lui il est relié à lui, c'est le pote, c'est le cousin, c'est le machin, gna gna. Je n'avais absolument rien compris et du coup j'avais complètement abandonné, j'avais revendu le livre en anglais machin. Camille l'a lu en français, l'a absolument adoré, c'est l'un de ses livres préférés. Et du coup je me suis dit bon, ça faisait 2 ou 3 fois au moins que je le recommençais et là je me suis dit bon c'est bon, tu commences l'année, tu le commences, tu le termines. Et franchement je l'ai adoré, ça a été une super belle surprise. Je suis contente d'avoir attendu que la hype entre guillemets soit un peu passée parce que je pense que ça me l'aurait un peu gâché. Mais franchement pareil, je vous spoilerai pas l'événement principal parce qu'il est déjà spoilé partout sur les réseaux, mais franchement ça te brise en deux. Moi je m'y attendais pas du tout parce qu'il y a des points qui sont quand même pas forcément hyper spoil sur les réseaux et franchement la plume était magnifique. Il y a du coup la suite Promise Me Not sur son frère à elle qui est sorti, qu'il faut qu'on lise, mais je pense qu'en fait on veut pas tout de suite le lire parce qu'on sait que ça va vraiment nous détruire encore une fois et qu'on va pleurer et on n'est pas trop dans ce mood là en ce moment. En deuxième position, un coup de cœur de l'année auquel je ne m'attendais pas du tout, Say You Will Remember Me de Abby Jimenez, qui est du coup le premier livre que j'ai lu d'elle, qui m'a aussi fait pleurer dans mon bain et fait pleurer tout court. C'était magnifiquement bien écrit. On est du coup sur une relation à distance. J'ai trouvé ça d'un réalisme mais juste exceptionnel. On voit la douleur, on voit la souffrance que elle vit en tant qu'aidante avec une maman qui a Alzheimer alors qu'elle a à peine 42 ans je crois. D'habitude, étant moi-même dans le métier, c'est des trucs qui me bloquent, mais alors là, j'avais l'impression que c'était moi l'aidante de ma propre mère qui était en train de la perdre et qui perdait ses souvenirs, machin. Franchement, c'était excellent. Lui c'est un green flag, mais enfin il finit à l'hôpital tellement il se tue au travail pour essayer de faire marcher leur relation à distance. Vraiment j'ai adoré. Il y a pas mal de références à TikTok, Taylor Swift, tout ça, donc des références actuelles. Je sais que ça a bloqué pas mal de gens sur ce livre, personnellement pas du tout. J'ai même beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Franchement tu alternes entre rire et larmes et c'est une lecture qui est vraiment hyper émouvante et vraiment très touchante. Et pour finir ce classement, en première position, Caught Up de Lee Stamford, qui a été juste incroyable. Single Dad Nanny. J'ai fini aussi en larmes sur ce tome parce que les déclarations d'amour étaient vraiment beaucoup trop belles et beaucoup trop puissantes pour moi. C'était exceptionnel. Lui il est hyper grumpy mais avec son petit garçon il est pareil hyper touchant. T'as envie de faire partie de la famille. Elle
elle te rend folle parce que elle est en train de tomber amoureuse de leur petite famille, de ce qu'ils sont en train de construire ensemble, mais elle se dit qu'il faut qu'elle reparte pour le travail parce que se poser quelque part c'est s'attacher, machin, gna gna gna. Et franchement quand il lui dit que si un jour elle veut arrêter, si un jour elle arrête de courir et qu'elle veut créer une maison, créer une famille, qu'elle le fasse avec lui. Mais s'il vous plaît, vraiment pour moi c'est le meilleur tome de la saga de Liz Mumford. J'ai du coup vraiment très hâte de voir ce qu'elle nous prépare pour sa prochaine série qui se passera vers là où elle a vraiment vécu en plus, donc je pense que ça va être encore une autre dimension. Mais franchement, ce tome-là, vous l'avez déjà en France. Vous avez le tome 1, 2 et 3 en français. Et franchement, vous pouvez foncer. Le tome 1 n'est vraiment pas mon préféré, pourtant il est très bien. Je sais qu'aux États-Unis il est très souvent détesté. Moi personnellement, je l'avais lu en français même à l'époque et il était très sympa. La suite, je l'ai lu en anglais. Mais alors ce tome-là, on est vraiment sur le haut du panier. Du coup, c'est vraiment mon top 1. Il est magnifiquement bien écrit, la psychologie des personnages est géniale, le petit garçon est hyper attachant alors que en plus il est quand même très jeune, on est sur un petit bébé machin que t'as envie de croquer matin, midi, soir. Et vraiment leur dynamique familiale alors qu'ils sont même pas encore vraiment une vraie famille, enfin franchement c'est juste exceptionnel. Donc s'il vous plaît, foncez le lire et foncez lire toute sa saga. Ce n'est pas une collaboration, mais vraiment un coup de cœur, je pense qu'il restera très longtemps dans mon cœur, donc s'il vous plaît, foncez. Voilà pour mon classement du pire au meilleur. Franchement j'ai mis des heures à faire ce classement, donc j'ai hâte d'avoir vos avis. N'hésitez pas à me dire si j'ai mis votre roman préféré trop bas, si on a des lectures en commun, et franchement dites-moi en commentaire votre top 3 ou s'il y a des livres que je n'ai pas lus et qui pour vous sont vraiment des incontournables. Je ne sais pas encore, pour être complètement honnête avec vous, si la prochaine vidéo sera uniquement sur des livres ou sur des sujets qui me tiennent très à cœur. En tout cas tout ce que je sais et que je peux vous promettre entre guillemets, c'est qu'on se retrouve très vite ici. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé tout ça jusqu'au bout et comme vous le savez, vous connaissez la chanson, un like, un commentaire, un abonnement, ça m'aide énormément. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite.